Pourquoi vivant et pas nature? Pour deux raisons. D'abord pour une raison philosophique assez claire, c'est que historiquement, l'une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas concernés par l'état de la nature, c'est précisément que nous héritons d'une manière de penser dualiste dans laquelle la nature, c'est ce qu'il y a dehors, c'est ce qu'il y a là-bas, loin de nous. Et ce qui est important, c'est le monde humain, c'est ce qui est l'objet de toutes les attentions politiques. Et conséquemment, le fait d'appeler nature ce qu'on entend défendre pour répondre à la crise écologique, c'est une manière de ne pas le mettre au centre de l'agenda des priorités. Alors que vivant, c'est intéressant, c'est une approche non dualiste, c'est spontanément inclusif. Nous en sommes, vous et moi, en sommes au même titre que d'autres dynamiques forestières, des pollinisateurs, des abeilles. Et la seconde raison, c'est que le vivant, c'est ce type d'entité bien particulière dans l'univers, ce sont des êtres qui sont concernés par ce qui leur arrive. À mon sens, il n'y aurait pas de raison de protéger une planète vide de vie. Avec le vivant apparaît dans l'univers, il y a 3,8 milliards d'années, des êtres pour qui quelque chose importe, qui peuvent pâtir, et donc qui sont concernés par leur existence. Et c'est à partir de là qu'on partage avec eux une vulnérabilité mutuelle et un destin commun, et qui nous enjoint, à mon sens, d'en faire ce qui est à défendre. Alors on va parler des forêts, et avant de parler des forêts en feu, on va parler de celles qui sont précisément vivantes, car il en existe beaucoup, notamment en France. Votre livre, Baptiste Morisot, Raviver les braises du vivant, évoque un certain nombre d'initiatives qui ne sont peut-être pas familières à tous les auditeurs. J'aimerais que vous nous les présentiez. Le réseau pour les alternatives forestières, ce qu'on appelle les ASPAS, bref, toutes ces expérimentations qui permettent d'aboutir à des choses tout à fait nouvelles qui se passent en France, dans le Vercors, dans la Drôme, un peu partout. Présentez-les-nous, Baptiste Morisot. Alors, il y a plusieurs choses, mais si je veux faire justice un peu à ce paysage, je voudrais décrire deux types de projets. D'un côté, en l'occurrence, les projets défendus par l'ASPAS et Forêts Sauvages, qui sont des projets de reconstituer des forêts en libre évolution, c'est-à-dire des forêts dans lesquelles il n'y a pas de prélèvement, pas d'exploitation, pas d'aménagement, pas de conduite, donc dans lesquels se déploient les dynamiques du vivant sans forçage, suivant leurs lois propres. Et l'originalité de ces projets, c'est qu'elles passent par de l'acquisition foncière, avec cette idée très intrigante que pour protéger quelque chose, on va s'emparer de la propriété, qui est un droit français dont on sait qu'il a servi et qu'il sert à exploiter les milieux au point, à certains égards très nettement, de les détériorer. Et l'idée, c'est d'inverser la puissance de la propriété. Si elle permet d'exploiter des milieux jusqu'à les détruire, elle permet aussi de les protéger. Et donc, ces initiatives qui sont en fait qui passent par de la collecte de fonds citoyenne et qui adossent la propriété à une association pour ne pas en subir les risques d'arbitraire, reviennent à reconstituer des forêts en libre évolution pour constituer des zones sources de vie dans les massifs forestiers français. Mais ces initiatives ne doivent pas avoir un quelconque monopole. Ça n'aurait aucun sens aujourd'hui d'imaginer que toutes les forêts doivent être en libre évolution. Il faut multiplier les usages de la forêt, et à côté de ça, l'initiative, enfin pas l'initiative, mais l'approche qui me semble la plus profonde ou la plus pertinente, c'est celle du RAF, le réseau d'alternatives forestières, qui a une très très grande maturité, aussi bien dans la foresterie que dans les questions politiques et économiques sur la forêt. Ce qui est fascinant, c'est que dans le moment même où ils s'assurent de la gestion de forêt par le biais de ce qu'on peut appeler de la foresterie soutenable ou de la foresterie non violente. La formule était d'Aldo Léopold. Donc il s'agit bien d'exploiter du bois, mais en faisant justice aux dynamiques propres de la forêt, en permettant la régénération, en laissant des forêts multispécifiques se déployer. Alors, c'est très intéressant parce que ce sont des utopies concrètes, ça existe. Il y en a une notamment dans le Vercors, dans les gorges de la Lyonne. C'est un peu le contraire des ZAD en ceci que là, il s'agit de précisément acheter un territoire. Qu'est-ce qui se passe là-bas, par exemple, dans ce lieu, dans le Vercors? Est-ce qu'on peut y aller quand vous dites que ce sont des forêts évolutives? Quel est le rôle de l'humain? Est-ce que c'est uniquement donc d'acquérir une part de propriété pour les sauvegarder? Est-ce qu'on peut y aller? Oui, ça c'est une très bonne question. C'est une question philosophique assez abyssale, même si ça n'en a pas l'air. Quelle est la place d'un humain sur une réserve de vie sauvage? On a beaucoup de débats là-dessus. Moi, je pense que interdire l'humain serait une aberration totale. Et une aberration philosophique, une aberration politique. Une aberration philosophique d'abord parce que, par exemple, les forêts du Vercors, c'est les forêts qui sont postérieures à la dernière glaciation. Or, les humains, Homo sapiens, sont dans le Vercors avant
ça. C'est-à-dire que les humains sont antérieurs à la forêt, à la hêtraie sapinière avec son faciès bien particulier. Conséquemment, estimer que l'humain n'y a pas sa place, ça n'aurait aucun sens. C'est pas du tout la politique, notamment de l'espace, ni même de forêt sauvage là-dessus. L'idée, au contraire, c'est que tout est ouvert. Tous les humains ont le droit de venir. Il y a une charte pour respecter le milieu, pour ne pas abîmer les dynamiques en présence. Et cette charte, justement, elle est l'objet d'âpres négociations. Parce que, par exemple, moi, j'irais jusqu'à défendre qu'un humain, non seulement a le droit d'être là, mais que, par exemple, il a le droit de cueillir des champignons, il a le droit de cueillir des framboises. Par principe, il n'y a aucune raison de le lui interdire. C'est un mammifère comme les autres. Vous et moi sommes des mammifères comme les autres. Simplement, le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir si c'est 3 personnes ou 3000 personnes qui vont cueillir. Et donc, par précaution et pas par principe, dans ces réserves, par exemple, la cueillette, on va considérer qu'elle est interdite puisque ce sont finalement d'assez petites parcelles de forêt et que la cueillette est permise partout ailleurs. Mais le point du problème, c'est que tout est ouvert et que les humains y sont bienvenus pour renouer avec une forêt telle qui ressemble à ce à quoi ressemble une forêt quand on la laisse évoluer. La critique, l'une des critiques adressées à ce type d'initiative, c'est que finalement on met la nature sous cloche. Oui, c'est totalement faux et ça n'a pas de sens. Mais donc je peux vous le définir de manière particulière. La mise sous cloche, c'est assez fascinant. C'est un mot d'ordre qui a été instrumentalisé par les lobbies exploitants pour essayer de diaboliser toute forme de protection forte des milieux. Et pour essayer de justifier qu'aucun milieu ne soit justiciable, ne soit sorti du pot de l'exploitation, c'est-à-dire ne soit pas chassé, ne soit pas exploité en termes de foresterie, ne soit pas pâturé en termes de pastoralisme. La mise sous cloche, c'est 3 imaginaires. D'abord, c'est une image de pétrification et de rigidification. Or, la libre évolution, c'est écrit dessus, c'est l'inverse. On laisse évoluer ces milieux. On les laisse évoluer selon leurs lois propres, sans forçage. L'idée est relativement simple. On arrête de forcer un milieu, on arrête de l'aménager et de le conduire. On laisse les coévolutions qui l'ont fait s'activer. Bon. Le deuxième imaginaire de la mise sous cloche, c'est l'idée qu'on prive les humains d'un endroit. Ici, c'est pas du tout le cas. Les humains y ont accès. Ce sont la plupart du temps des endroits, même toujours des endroits qui étaient des propriétés privées fermées. Et ici, elles sont désormais ouvertes et accessibles aux humains. Et le troisième imaginaire, c'est l'imaginaire dans lequel il s'agit de tout interdire. Et à nouveau, moi, je suis assez fasciné par le fait que ici, tout n'est pas interdit. Il est simplement interdit d'exploiter cet endroit. Et donc, c'est assez fascinant. Et ça, on entend ça souvent, que les gens ils disent « mais si on ne peut pas exploiter, tout est interdit ». Non, en fait, il y a plein de choses dans la vie qui ne consistent pas à exploiter un endroit. Il y a plein de relations à la forêt qui n'impliquent pas de l'exploiter et elles ne sont pas marginales. Et vous le dites également, Baptiste Morisot, que vous souhaitez sortir de l'idée de protection de la nature, c'est-à-dire d'une forme d'éco-paternalisme. Expliquez-nous. Alors, dans la tradition moderne, tardive, qui est la nôtre, le modèle de la protection... L'idée de protection joue un rôle assez important. Et ça a été montré magnifiquement par Philippe Descola dans Part de la nature et culture. La protection, c'est un type de relation. Grand anthropologue et grand livre. L'idée de protection, elle implique nécessairement que celui qui est protégé est infériorisé, qu'il est plus faible, plus petit, plus vulnérable. Donc il y a une infériorisation dans l'idée de protection. Or, ce qui est fascinant, c'est que le vivant en question ne peut pas être infériorisé. Le vivant, les dynamiques du vivant, c'est littéralement ce qui nous a fait. C'est le monde qui nous a façonné dans la totalité de nos puissances corporelles et mentales et affectives et émotionnelles. C'est le monde qui nous nourrit chaque jour. C'est le monde qui nous donne de l'oxygène par le biais de la photosynthèse. Donc, il y a un paradoxe fondateur à prétendre protéger comme une petite chose vulnérable un monde vivant qui est ni plus ni moins que le monde qui nous a fait, qui nous maintient en vie à chaque instant et qui nous permet de respirer et de continuer jusqu'à demain. Et donc, en ce sens-là, la protection, c'est un motif qui est, à mon sens... qui recèle un imaginaire problématique. C'est pour ça que je dis, on s'est à certains égards trompé sur l'idée de protection de la nature. C'était pas de la protection, c'était pas de la nature, c'est de la défense du vivant. Et défendre du vivant, c'est défendre un tissage dont nous faisons partie, parce que nous sommes des vivants au même titre que les autres. Bon, mais est-ce qu'il ne faut pas protéger malgré tout ce vivant, parce qu'on a peur aujourd'hui que ce vivant soit tout simplement menacé d'effondrement ? Et ben là, c'est pareil, moi je suis vraiment très sceptique sur cette formule, c'est-à-dire que l'effondrement, qui est devenu un mot utilisé à toutes les sauces, lorsqu'il est appliqué au vivant, n'a aucune pertinence factuelle. Le vivant n'est pas en train de s'effondrer.
L'effondrement, ou bien c'est un mot vague et à ce moment-là, appliqué au vivant, c'est gratuitement millénariste, ou bien c'est une métaphore un petit peu... Millénariste, ça veut dire que c'est une manière de penser une fin du monde religieuse, Absolument. métaphysique. Ou alors on l'entend au sens littéral, c'est-à-dire suivant l'image d'un building à 250 étages dont les bases cèdent de telle manière qu'il s'effondre. Et ça, ce n'est absolument pas pertinent pour décrire la crise de la biodiversité actuelle. La biodiversité n'est pas mise en danger. La biosphère n'est pas mise en danger par l'action humaine. Il y a encore une mégalomanie dans le fait de croire que nous sommes capables aujourd'hui de détruire ou d'effondrer le vivant. Par contre, il faut être clair, ce que nous détruisons, c'est des relations entre espèces qui sont constitutives de notre rapport au monde, c'est des pans entiers de la diversité, et donc ça ne veut pas dire que c'est moins grave pour autant, mais il faut être précis quant au constat, parce qu'on ne peut pas activer des leviers opératoires si on se laisse aller à des envolées lyriques et prophétiques sur la question. Mais alors, dans les forêts de libre évolution, donc, ça fait déjà quelques temps qu'un certain nombre de ces forêts existent. Qu'est-ce qu'on observe, Baptiste Morisot? On observe une vivification des dynamiques, on observe en fait le déploiement de ce que c'est qu'une forêt lorsque elle n'est pas, je dirais, soumise aux temporalités de la foresterie. Pour le dire de manière assez simple, la foresterie qui exploite le bois, elle va couper la plupart des arbres autour de 60 ans. Alors ça dépend des essences, ça dépend des pratiques, bien évidemment, mais schématiquement, elle va couper les arbres beaucoup plus tôt qu'ils ne peuvent vivre. Or, ce qui est fascinant, c'est que les arbres, et notamment les essences caractéristiques des forêts mixtes, angiospermes et gymnospermes, c'est-à-dire nos forêts mixtes de feuillus et de conifères, dans ces forêts, les arbres n'accueillent la plus grande richesse de vie que lorsqu'ils vieillissent, c'est-à-dire que lorsqu'ils atteignent entre 100 et 150 ans. Ce qui veut dire que les choses sont claires, dans quasiment toute la gestion des forêts françaises, on coupe les arbres avant qu'ils accueillent la vie qu'ils sont capables d'accueillir. Donc, dans ces forêts en libre évolution, tout l'enjeu, c'est de laisser vieillir. Alors, qu'est-ce qui se passe après 60 ans? Qu'est-ce qui se passe après 60 ans? Eh ben, l'arbre devient le cosmos qu'il est censé être, c'est-à-dire qu'il devient un habitat extrêmement riche pour tous les règnes, du lichen à l'écureuil en passant par les oiseaux nicheurs. Ensuite, il va mourir sur pied, ce faisant, il va être un nouvel habitat pour d'autres espèces. Ensuite, il va tomber au sol, il va être mangé par des champignons et des bactéries qui vont constituer l'humus du sol. Les dynamiques qui font une forêt depuis que les forêts mixtes existent, depuis 200 millions d'années, se réactivent parce qu'on ne force pas, on n'exploite pas, on n'extrait pas de la biomasse, on laisse les sols se refaire, ça nourrit les champignons et ça crée des écosystèmes d'une richesse, d'une résilience, d'une robustesse dont on a besoin pour encaisser les chocs, notamment du réchauffement climatique.